Sur la scène politique extérieure, la France de Louis XI se trouvait de plus en plus isolée. Puissant, stable, pacifié, le royaume de France inquiétait logiquement ses voisins. Le duché de Savoie, placé sous la régence de la sœur du roi, Yolande de Savoie, ne cachait pas ses craintes à l'égard de Louis XI. Il est vrai que le roi de France avait pris l'habitude de s'ingérer dans les affaires savoyardes, tout en s'alliant avec le rival milanais. La Savoie se rangeait donc du côté de la Bourgogne, alors même que, précisément, les relations entre la France et Milan se détérioraient elles aussi. Galeazzo Maria Sforza, en effet, ne goûtait pas la position française vis-à-vis du roi de Naples, qu'il tenait pour son allié naturel. La position du duc de Milan était si ambiguë qu'en juin 1473, Louis XI dut demander à Sforza un démenti officiel concernant une potentielle alliance avec la Bourgogne. A l'inverse, Charles le Téméraire avait notablement affermi sa politique étrangère. L'empereur, le duc d'Autriche, le roi d'Angleterre, le roi d'Aragon, le roi de Naples et la régente de Savoie figuraient parmi ses alliés. La Castille ne lui était pas hostile, pas plus que la République de Venise, qui appuyait tous les adversaires du duc de Milan. Quant à la Lorraine, Charles de Bourgogne était parvenu à la placer sous sa coupe et à obtenir de René II un accès militaire. François II de Bretagne de son côté n'écartait pas l'éventualité d'un rapprochement avec la Bourgogne. De plus, au printemps 1473, le duc Charles apprenait que l'Angleterre se préparait à une invasion d'ampleur en France, ce qui ne pouvait que le contenter. Ainsi, en 1473, tout semblait sourire à Charles le Téméraire. Tout comme Louis XI, le duc de Bourgogne profita de la trêve pour asseoir son autorité. Il réorganisa ses institutions ducales en vue de s'extraire définitivement de la tutelle française. Le projet du duc Charles n'était rien moins que d'affirmer sa souveraineté pleine et entière sur l'État bourguignon. En novembre 1471 déjà, il avait érigé le Conseil de Dijon, une cour souveraine échappant à la juridiction du Parlement de Paris. Il avait également doté son duché d'une armée permanente à l'égal de celle du roi. Dans la même idée, il créa en janvier 1474 un parlement. L'ambition de Charles le Téméraire était ainsi assumée. Le duc désirait finaliser l'édification de son état bourguignon en vue d'en faire un royaume souverain. Ne pouvant pour l'heure s'étendre sur les terres françaises du fait de la trêve, le duc de Bourgogne se tourna donc vers le Saint-Empire. Son objectif initial était clair, asseoir la domination bourguignonne autant que possible au sein de l'Empire, de façon à gagner en puissance contre Louis XI. Une première opportunité se présenta à lui. Le duc Arnold de Gueldre était entré dans une sinistre querelle contre son fils Adolphe. La tension entre les deux princes était telle que le duc de Bourgogne put en profiter pour racheter à Arnold les droits de son fils sur cette province. À l'été 1473, Gueldre était donc placé sous l'emprise bourguignonne et Adolphe de Gueldre jeté en prison. Le Téméraire pouvait s'enorgueillir d'avoir ainsi étendu son domaine si rapidement et sans coup férir. Une deuxième opportunité se présenta dans la principauté de Cologne. Depuis 1470 en effet, l'archevêque de Cologne, Ruprecht de Bavière, était menacé dans son pouvoir par la sédition de ses villes. Celle-ci souhaitait le déposer au profit de Hermann de Hesse. Ne sachant comment venir à bout de la rébellion, Ruprecht de Bavière fit donc appel au duc de Bourgogne. En décembre 1473, le Téméraire assurait l'archevêque de Cologne de son soutien dans sa lutte contre Hermann de Hesse. Le duc Charles, il est vrai, avait mesuré tout l'intérêt d'une telle intervention. Veillant à sauvegarder à la tête de Cologne un archevêque haï de ses sujets, la Bourgogne pourrait ensuite lui dicter toute sa politique pour prix de sa protection. Or, fort opportunément, l'archevêque de Cologne était aussi l'un des 7 princes électeurs du Saint-Empire. À ce titre, il participait à l'élection du roi des Romains, lequel était ensuite proclamé empereur par le pape. Par conséquent, en soutenant Ruprecht de Bavière, le duc de Bourgogne escomptait certainement appuyer, à terme, ses ambitions impériales. Le Téméraire, il est vrai, ne cachait pas ses prétentions. Depuis 1469, en effet, des discussions étaient en cours avec l'empereur Frédéric III de Habsbourg. Les deux princes projetaient d'unir leurs héritiers par les liens du mariage. Les fiançailles de Marie de Bourgogne avec Maximilien de Habsbourg furent ainsi actées en 1469. Il s'agissait désormais de conclure le contrat de mariage, ce qui n'était pas si aisé. Frédéric III, comme la plupart des princes d'Europe, désirait ardemment marier son fils à l'unique héritière de Bourgogne. Et pour cause, à la mort du Téméraire, elle apporterait à la lignée de son époux rien moins que l'intégralité des États bourguignons. L'enjeu était considérable. Pour les Habsbourg, la réussite d'un tel projet conférerait à leur lignée un réel ascendant sur les autres princes allemands, qui leur conserverait durablement le monopole du trône impérial.
Par ailleurs, l'union des domaines Habsbourg et bourguignons doterait l'empereur d'une indiscutable puissance, ce qui lui permettrait d'enfin soumettre ses vassaux à l'instar des rois de France. Devant de tels avantages pour la maison de Habsbourg, le duc de Bourgogne pouvait se permettre quelques exigences. En premier lieu, Charles le Téméraire voulait la couronne impériale. Il avait relevé la forte différence d'âge entre Frédéric III et son fils Maximilien et aspirait pour sa part à intercaler son règne entre le père et le fils. Il était en effet hors de question pour un homme tel que Charles de Bourgogne de laisser s'éteindre sa dynastie sans gloire ni prestige. Fasciné par Alexandre le Grand, habité par l'âme de la Rome antique, empreint de l'esprit chevaleresque, le duc Charles voulait laisser sa marque dans l'histoire. Succéder aux empereurs romains constituerait le couronnement, l'aboutissement, la consécration de son auguste lignée. Il désirait donc que Frédéric III l'assistât en vue de le faire élire roi des Romains après sa mort. De plus, Charles le Téméraire aspirait au plus vite à voir naître son royaume. Celui-ci prendrait peu ou prou la forme de la Lotharingie carolingienne. Il inclurait, avec l'aval de l'empereur, les États sous domination bourguignonne ainsi que la Lorraine, la Savoie et la Suisse. Enfin, à plus court terme, le duc de Bourgogne souhaitait conclure une alliance avec Frédéric III en vue de consolider ses positions en Alsace face aux Suisses et à Louis XI. Ses ambitions ainsi posées, le duc de Bourgogne convint d'une rencontre avec l'empereur. Celle-ci se déroula à Trèves, fin octobre 1473. Frédéric III arriva dans la cité le 29 octobre, accompagné de plusieurs princes électeurs. Le Téméraire, qui souhaitait faire démonstration de sa puissance et de son faste, fit organiser des défilés, des fêtes, des banquets somptueux, couvrit ses invités de présents et les accueillit avec la rutilante hospitalité si caractéristique des ducs de Bourgogne. Charles prêta l'hommage pour ses fiefs impériaux, ce qui toucha certainement l'empereur, lequel n'avait pas tellement l'habitude de se voir rendre hommage par ses vassaux. Hélas, malgré toutes ces subtilités, le duc de Bourgogne ne parvint pas à gagner ses hôtes à sa cause. Tout comme les princes allemands, Frédéric III se sentait humilié par tant d'opulence, ce qui ne facilita pas les négociations. Ulcéré devant l'ampleur des concessions attendues par le Téméraire, l'empereur s'inquiétait des prétentions territoriales du duc, désormais affichées. La maison de Habsbourg, qui peinait tant à défendre un héritage déjà si malmené, n'avait certes pas besoin de voir renaître aux confins de l'Empire un état aussi vaste que la Lotharingie. Le duc de Bourgogne, du reste, n'avait que 40 ans, et rien ne présageait qu'il mourrait sans postérité mâle. De leur côté, les princes allemands sortirent de l'entrevue terrifiés, se demandant si, après Gueldre, ils ne seraient pas les prochains sur la liste de l'ogre bourguignon. Louis XI attisait leurs craintes par l'entremise de ses agents. Par ailleurs, Frédéric III n'avait simplement pas les moyens d'assurer au Téméraire son élection à la tête de l'Empire. Il lui semblait inimaginable que les princes électeurs votassent un jour pour un seigneur aussi autoritaire, à la tête d'un État aussi dangereux. Jusqu'alors, les Habsbourg avaient obtenu la dignité impériale, précisément du fait de leur indigence, de leur mollesse et de leur impotence. En novembre néanmoins, Frédéric III laissa entendre sans grande conviction qu'un royaume de Bourgogne était envisageable. Le duc Charles, exultant, fit alors lancer tous les préparatifs en vue d'organiser son couronnement. L'avènement fut fixé au 25 novembre 1473. Or, le jour même de la cérémonie, Charles le Téméraire découvrit avec stupeur que l'empereur Frédéric III, délesté de toute dignité, s'était enfui comme un voleur pendant la nuit. Il n'avait pas même eu la courtoisie de saluer son hôte. On imagine aisément la fureur, bien compréhensible, d'un duc de Bourgogne privé de la couronne promise. Néanmoins, l'échec des négociations de Trèves rassurèrent bon nombre de chancelleries européennes, à commencer par la France. Dans son élan expansionniste, le duc de Bourgogne était parvenu à placer entre ses griffes une autre province stratégique, l'Alsace. Une formidable occasion s'était en effet présentée à lui que le duc n'avait eu qu'à saisir. L'archiduc d'Autriche, Sigismond de Habsbourg, neveu de l'empereur Frédéric III, régnait sur le Tyrol et l'Autriche dite antérieure. À ce titre, il possédait quelques terres en Sundgau et Brisgau, frontalières de la Franche-Comté. Or, en août 1468, Sigismond de Habsbourg subit une nouvelle défaite face au canton suisse. L'infortuné prince devait verser aux Suisses une indemnité de 10 000 florins du Rhin, somme dont il ne disposait guère. Aussi Sigismond décida-t-il d'emprunter ses fonds auprès d'un riche souverain. Début 1469, il s'adressa à Louis XI qui les conduisit sans ménagement. Résigné, le Habsbourg se tourna donc vers Charles de Bourgogne. Le 9 mai 1469, le Téméraire concluait ainsi avec Sigismond le traité de Saint-Omer.
Au terme de cet accord, le duc s'engageait à verser aux Suisses l'indemnité de guerre due par le prince Habsbourg. En complément, il lui allouait une avance de 50 000 florins du Rhin, gagée sur les possessions de Sigismond en Alsace et en Brisgau. Autrement dit, si le seigneur Habsbourg ne parvenait pas à rembourser sa dette colossale compte tenu de ses capacités financières, il s'engageait à céder au duc de Bourgogne ses domaines alsaciens. Le Téméraire, en définitive, répétait en Alsace l'opération que Louis XI avait réalisée sur le Roussillon. Et, comme Louis XI vis-à-vis de Jean II d'Aragon, il savait que jamais Sigismond n'aurait les moyens de le rembourser. Le duc de Bourgogne usa donc des terres de son obligé comme des siennes propres. Se considérant comme chez lui, Charles le Téméraire comptait soumettre l'Alsace à ses volontés. Pour ce faire, il nomma Pierre de Hagenbach Landvogt, un équivalent du bailli, qu'il chargea du gouvernement de sa nouvelle province. Zélé, arrogant et tyrannique, Hagenbach ne tarda pas à susciter l'indignation de ses sujets. Méprisant ouvertement les Alsaciens, nobles, bourgeois et petites gens, Hagenbach imposa avec hargne son autorité aux élites locales, investit l'Alsace de garnison bourguignonne et, pour couronner le tout, créa de nouveaux impôts. Une telle tutelle révulsa les Alsaciens, très attachés à leur autonomie. La poigne acérée d'Hagenbach leur fit vite regretter la main moite de Sigismond. Ainsi, les Alsaciens éprouvèrent bientôt à l'égard de la Bourgogne une absolue répugnance. Ils ne furent du reste pas les seuls. L'occupation du Sundgau et Brisgau, en effet, préoccupait au plus haut point les pays voisins. Les villes impériales, les cantons suisses, les Habsbourg, tous s'alarmaient de la menace bourguignonne en Allemagne. La Confédération suisse en particulier n'appréciait pas de voir poindre à ses frontières les croix de Saint-André. Redoutables combattants, les Suisses maintenaient en respect la plupart de leurs voisins, lesquels appréhendaient de se frotter à leurs excellents soldats, Louis XI compris. Les cantons, en effet, ne dissimulaient pas leurs ambitions territoriales ni leur voracité. Aussi s'accommodaient-ils fort bien de voir à leurs frontières le fébrile Sigismond plutôt que le puissant duc Charles. Louis XI, de son côté, entretenait les craintes de Berne à l'égard de la Bourgogne et de la Savoie, laquelle dominait Genève. Se sentant menacés dans leur indépendance, les Suisses acceptèrent de se rapprocher du roi de France, qui leur proposait son assistance militaire. Fin 1470, alors qu'Hagenbach multipliait les provocations à l'encontre des Helvètes, Louis XI s'accorda avec les cantons pour désigner Charles le Téméraire comme leur ennemi commun. Pour autant, le roi ne souhaitait pas se laisser entraîner dans un conflit stérile en Allemagne, alors que la menace anglaise se précisait sur ses côtes. Aussi manœuvra-t-il judicieusement pour ne pas s'engager outre mesure auprès de la Confédération. Louis XI savait fort bien, du reste, que certains cantons se méfiaient des ingérences françaises. Il opta donc pour laisser pourrir la situation sans trop s'avancer, devinant sans trop d'efforts qu'une grave crise finirait par éclater en Alsace aux grandes dames du duc de Bourgogne. Effectivement, entre 1470 et 1473, Pierre de Hagenbach, qui tyrannisait toujours les pauvres Alsaciens, s'était mis en tête de soumettre Mulhouse au joug bourguignon. Alors que le Téméraire mettait la main sur Gueldre avant de s'ingérer dans les affaires de Cologne, les prétentions d'Hagenbach sur Mulhouse mirent le feu aux poudres. En Allemagne comme en Suisse, l'inquiétude atteignait son paroxysme. En mars 1473, les villes impériales de Bâle, Sélestat, Strasbourg et Colmar, l'évêque de Bâle et de Strasbourg ainsi que le margrave de Bade s'associèrent pour former la Ligue de Basse-Union, laquelle ne tarda pas à se rapprocher de la Confédération suisse. Pour ne rien arranger, en avril, deux seigneurs du Sundgau capturèrent des marchands suisses en plein territoire bourguignon. Charles le Téméraire tenta d'apaiser la situation, mais l'affaire ne fit qu'alimenter l'hostilité des cantons. En parallèle, Sigismond, comprenant enfin la manœuvre du duc de Bourgogne, laissa parler sa rancœur. Le Téméraire, en effet, avait promis d'assister le Habsbourg dans sa lutte contre les Suisses, mais une fois installé en Allemagne, il n'avait pas accompagné sa parole par des actes. Aussi Sigismond avait-il assisté, impuissant, à l'engloutissement de ses possessions au sud du Rhin par la Confédération. Ne trouvant plus aucun avantage au pacte conclu avec le duc Charles, le prince Habsbourg réalisa que, tout bien considéré, il avait meilleur compte de reprendre à sa charge les terres sous occupation bourguignonne. Les cantons goûtèrent cet avis. Aussi un rapprochement inouï entre Suisse et Habsbourg s'amorça-t-il pour la libération de l'Alsace avec la bénédiction de Louis XI. Les trois associés mirent au point un plan rusé. Sigismond, pour sa part, renonçait à ses possessions au sud du Rhin, reconnaissant de fait l'indépendance de la Confédération suisse. Louis XI, de son côté, acceptait de rembourser les 50 000 florins que Sigismond avait contractés auprès du duc de Bourgogne, de façon à mettre un terme à l'engagement des terres alsaciennes. Les Suisses, pour leur part, se contentaient de jouer les intermédiaires et de prendre leurs dispositions pour la guerre. C'est alors que les choses se précipitèrent.
En mars 1474, les cantons suisses s'associèrent avec la Basse-Union, formant ainsi la Ligue de Constance. Le 4 avril, Sigismond adhérait à son tour à la coalition avant de proclamer 2 jours plus tard la fin de l'engagement de ses domaines à l'État bourguignon. Au lendemain de la déclaration du Habsbourg, toute l'Alsace, de son propre chef, entrait en rébellion contre le despote qui lui servait de Landvogt. En 2 semaines, les Bourguignons étaient chassés de Haute-Alsace et leur pion Hagenbach capturé. Ce dernier acheva sa sordide carrière de tyran sous la hache du bourreau le 9 mai 1474. Pour le téméraire, l'Alsace était perdue. Sigismond pouvait alors soumettre son arrangement au duc, à savoir la restitution de ses terres par la Bourgogne contre la somme de 50 000 florins. Trop occupé par ailleurs, le téméraire fit mine d'y réfléchir tout en préparant sa revanche. Ainsi, à l'été 1474, le duc de Bourgogne se trouvait embourbé dans 2 crises simultanées. D'un côté, il s'était lancé dans une vaste opération de maintien de l'ordre à Cologne pour le compte de l'archevêque Ruprecht de Bavière. De l'autre, il voyait toute l'Alsace sombrer dans l'anarchie et escomptait bien reconquérir ce qu'il considérait être sa propriété. En bonne posture début 1473, Charles le Téméraire perdait pied fin 1474. S'étant initialement tourné vers le Saint-Empire en vue d'accumuler de la puissance face à la France de Louis XI, le duc de Bourgogne se laissait emporter par son rêve européen, qui n'était rien d'autre qu'une politique d'expansion débridée, stérile et idéaliste, sans objectif politique précis. Les affaires de Gueldre, de Cologne et d'Alsace achevèrent de mobiliser tout l'Empire contre lui. L'empereur lui-même, terrifié par les ambitions du duc, se dressa en adversaire de l'État bourguignon. Louis XI pouvait exulter. Ses manigances auprès des Suisses et des Allemands portaient leurs fruits. Empêtré dans d'insolubles crises, le duc de Bourgogne n'était plus à même de s'investir pleinement dans une campagne contre la France. Justement, la trêve entre Louis XI et Charles le Téméraire devait prendre fin le 15 juin 1474. Fallait-il en profiter? Dans l'entourage du roi, certaines voix s'élevaient en faveur d'une invasion de la Bourgogne. D'autres, plus prudentes, suggéraient de reconduire la trêve. Louis XI, après réflexion, se rangea à cet avis. Après tout, autant laisser les Bourguignons s'essouffler en Allemagne, ils n'en seraient que plus affaiblis le moment venu. La trêve fut ainsi renouvelée jusqu'au 1er mai 1475, laissant à Louis XI le temps de régler une autre crise survenue simultanément. Le 6 octobre 1472, le roi Jean II d'Aragon avait obtenu la capitulation de Barcelone, mettant ainsi fin, après une décennie de guerre, à la révolution catalane. Cette difficulté étant réglée, Jean II décida de reconquérir le Roussillon et la Cerdagne qu'il avait engagés auprès de Louis XI 10 ans plus tôt. Vieux renard, le roi d'Aragon disposait de réseaux bien implantés dans son ancienne province et il escomptait bien s'en servir. S'appuyant sur la noblesse catalane, il souffla le vent de la révolte en Roussillon début 1473 avant de franchir les Pyrénées. Dans la nuit du 8 au 9 février 1473, l'armée aragonaise pénétrait dans Perpignan avec la complicité des notables locaux. Les soldats français se barricadèrent dans le château dominant la ville en espérant des secours. Ceux-ci ne tardèrent pas à arriver. En avril, Louis XI avait repris l'avantage et enserré l'armée de Jean II qui se retrouvait confinée dans Perpignan. À son tour, le roi d'Aragon demanda des renforts que l'infant d'Aragon, futur Ferdinand le catholique, mena jusqu'à lui. Ces revirements se poursuivirent jusqu'en septembre, si bien que Louis XI préféra stabiliser la situation avant de sombrer dans un insondable bourbier. Le 17 septembre 1473, il signa avec Jean II d'Aragon le traité de Perpignan. Au terme de ce pacte, il était convenu que les 2 parties retireraient leurs armées du Roussillon afin de constituer le comté en zone neutre. Jean II disposerait d'1 an pour trouver les 300 000 écus qu'il s'était engagé à verser à Louis XI 10 ans plus tôt. Passé ce délai, le Roussillon reviendrait définitivement au roi de France. Louis XI ne se faisait aucune illusion. Jamais Jean II n'aurait les capacités financières d'honorer ses engagements. Du reste, ce dernier avait renouvelé son alliance avec la Bourgogne et n'avait aucune envie de pressurer ses sujets d'impôts après une décennie de guerre civile. Connaissant bien l'esprit tortueux du roi d'Aragon, Louis XI devina ses intentions. Il savait que le fourbe Jean II reviendrait fatalement sur sa parole. Vraisemblablement, le roi d'Aragon comptait gagner du temps et attendait que la Bourgogne entrât en guerre contre Louis XI pour reprendre à son tour l'offensive en Roussillon. Pour le roi de France, il fallait donc prendre les devants et trahir avant d'être trahi. Aussi, au printemps 1474, tandis qu'il négociait avec le duc de Bourgogne et ses alliés la prolongation des trêves en cours, le roi de France préparait simultanément la reconquête du Roussillon. Il s'y prit de manière astucieuse.
En mars-avril 1474, en effet, une ambassade aragonaise se présenta. Comme le roi l'avait prévu, Jean II cherchait à gagner du temps en demandant un report d'échéance pour le versement des 300 000 écus. Faisant étalage de sa majesté, le roi de France souscrivit bien aimablement à sa requête. Mais, rompant avec son habituelle parcimonie, Louis XI multiplia les réceptions, les fêtes, les banquets et autres cérémonies en l'honneur des ambassadeurs de Jean II. Déployant tous ces artifices, le roi s'employait en réalité à distraire les serviteurs du roi d'Aragon. Car au même moment, en violation totale du traité de Perpignan, Louis XI ordonnait discrètement à ses armées d'envahir le Roussillon. Des centaines de lances françaises se ruaient ainsi en Catalogne, avec pour instruction d'y incendier les blés et de suspendre l'approvisionnement des greniers. De tels agissements contrevenaient aux trêves en cours de négociation, dans la mesure où Jean II d'Aragon figurait parmi les alliés du Téméraire. Louis XI désirait-il la guerre contre la Bourgogne et ses alliés? Bien au contraire. Le roi de France savait que Charles le Téméraire était trop absorbé par ses entreprises en Allemagne pour se soucier du lointain Roussillon. Jamais il ne refuserait de prolonger la trêve pour les intérêts aragonais. Louis XI escomptait donc signer la trêve avec la Bourgogne et ses alliés, tout en orchestrant l'invasion du Roussillon. Pour faciliter son entreprise, le roi de France s'employa à retenir auprès de lui les envoyés du roi d'Aragon, du reste mal informés et sans instruction. Désireux de regagner leur royaume, ces derniers ne pouvaient se soustraire aux interminables réceptions de Louis XI, lequel faisait tout pour ralentir la création de leur laissez-passer. Pendant ce temps, les opérations en Roussillon se poursuivaient inéluctablement. Finalement, la trêve avec la Bourgogne fut obtenue le 13 juin 1474, laissant à Louis XI les mains libres dans le Midi. En août, les ambassadeurs aragonais regagnaient leur pays, traversant impuissants un Roussillon ravagé depuis des mois par les compagnies du roi. Bientôt, les Français posaient le siège sous les murs de Perpignan, tandis que le roi d'Aragon portait son regard vers la Castille, où se profilait la guerre de succession qui allait porter au pouvoir Isabelle la catholique. De fait, le 10 mars 1475, les bannières fleurs-de-lys flottaient de nouveau sur Perpignan, jusqu'à occuper tout le Roussillon. Cette province demeurerait française jusqu'à sa rétrocession à l'Aragon en 1493, Charles VIII espérant en échange des rois catholiques la promesse de ne pas marier leur fille Jeanne à un prince Habsbourg et de ne pas contrarier les ambitions françaises en Italie. L'affaire s'acheva comme on sait. Jeanne la Folle épousera Philippe le Beau de Habsbourg, donnant ainsi naissance au futur Charles Quint. Quant à l'affaire italienne, l'Aragon ne tarderait pas à intégrer la Ligue anti-française de Venise de 1495. Il faudra ainsi attendre le traité des Pyrénées de 1659 pour voir le Roussillon définitivement réintégré au royaume de France. Entre 1473 et 1475, Louis XI profita d'une longue période de trêve pour conforter son assise sur la Seine intérieure. Raffermissant son emprise sur les féodaux français, le roi profita également de ce répit pour éteindre la crise en résurgence dans le Roussillon. De même, dans sa politique extérieure, le souverain de France fit montre d'une grande dextérité. Le rôle de Louis XI, en effet, ne doit pas être minimisé dans l'éruption du guépier alsacien. Par une habile politique d'influence, le roi était parvenu à attiser la crainte des Suisses à l'égard de Charles le Téméraire, à favoriser leur rapprochement avec leur ennemi séculaire Habsbourg et à conférer à Sigismond les fonds nécessaires à la restitution de l'Alsace. Tout le génie de Louis XI consista précisément à se munir d'une minutieuse discrétion dans ses entreprises. Jamais il ne s'engagea directement dans une mécanique qui l'eût conduit à la guerre. En revanche, le roi de France avait subtilement alimenté et consolidé l'hostilité générale qui naissait contre l'État bourguignon. Par conséquent, la rébellion alsacienne et la coalition anti-bourguignonne qui en découlait ne devaient pas peu à l'action feutrée du roi de France. Entre 1466 et 1475, Louis XI fit preuve d'une stupéfiante habileté. Recomposant l'efficace système de gouvernement de Charles VII, recouvrant définitivement la Normandie, brisant sans faillir les encerclements imposés par ses ennemis et négociant avec ingéniosité, le roi de France put ainsi obtenir une période de répit au cours de laquelle il mit au pas les seigneurs les plus récalcitrants à son autorité. En 1471, Louis XI faillit même écarter l'Angleterre des affaires continentales et écraser la Bourgogne du Téméraire. La situation s'inversa brusquement avec la reconstitution de l'alliance anglo-bourguignonne, tandis que les grands féodaux prenaient la mesure de la puissance de leur souverain. De nouveau menacé d'encerclement, Louis XI, quelque peu sauvé par la chance, fut à même de mener la guerre sur deux fronts simultanément. Dans les années 1474 et 1475, les subtiles manœuvres de Louis XI laissaient avoir la finesse politique du monarque.
Mesurant continuellement les rapports de force, les intérêts et les personnalités de ses adversaires, le roi de France savait parfaitement anticiper leurs mouvements. Devant la jalousie, le goût de l'indépendance et la crainte des princes français, il fallait user de la division, de la justice et de la violence politique si nécessaire. Devant l'orgueil, la poigne et la démesure du duc de Bourgogne, il fallait faire preuve de diplomatie pour alimenter les troubles intérieurs ou instiller le doute chez ses voisins. Devant le souci de paix, de sécurité et de stabilité du duc de Bretagne et du roi d'Angleterre, il fallait opposer une détermination farouche, contrôler des places stratégiques et démontrer sa puissance tout en entamant des ouvertures favorables à l'apaisement. Devant la malice et l'ingéniosité de Jean II d'Aragon, il fallait anticiper ses trahisons et frapper le premier. A l'inverse, Louis XI savait si bien cacher son jeu que personne ne pouvait s'assurer de ses réactions ni de ses projets. Imprévisible, le roi de France savait doser ses coups, calculer ses chances de succès et adapter ses actions selon la conjoncture en les combinant aux besoins de la manière la plus astucieuse. Toutefois, la puissance retrouvée de la France lui valut un certain isolement diplomatique. En 1474, en effet, seule la Suisse était encore alliée à Louis XI, quoiqu'avec bien des précautions. Milan, comme la Savoie, avait achevé de se tourner vers le duc de Bourgogne. Quant à la menace anglaise, elle se précisait enfin. Le 24 juillet 1474, Édouard IV et Charles le Téméraire signaient le traité de Londres préparant la campagne de France. À la tête d'une armée considérable, le prétendu roi de France et d'Angleterre fixa ainsi la date de son débarquement au 1er juillet 1475. Sans nul doute, l'année 1475 s'annonçait des plus déterminantes pour la France de Louis XI.